Merci. Alors, on va enchaîner avec le syndrome hépatorénal. J'espère que vous êtes toujours en forme. Donc, ça va être rapide, ça va être un cas clinique. Alors, tout d'abord, le syndrome hépatorénal est une complication qui est grave et fréquente. Elle est décrite chez les patients cirrhotiques. Dans sa forme sévère, le syndrome hépatorénal, il est caractérisé par une insuffisance rénale aiguë d'origine fonctionnelle. Il s'agit le plus souvent d'un diagnostic d'exclusion et on va voir tout de suite donc la définition et les critères diagnostiques. Alors tout d'abord, j'ai voulu vous rappeler déjà la définition de la cirrhose, puisque c'est une complication qui survient chez les patients cirrhotiques. Alors la définition, elle est purement histologique de la cirrhose, donc c'est la présence d'une nécrose hépatocytaire, une fibrose diffuse et mutilante avec présence de nodules de régénération donc lesquels vont induire des troubles fonctionnels et des troubles perfusionnels. Bien sûr, il y a des arguments diagnostiques d'ordre clinique, biologique, échographique et endoscopique. Donc, se rapportant à l'association d'une insuffisance hépatocellulaire et d'une hypertension portale. Alors, pour les arguments cliniques pour l'insuffisance hépatocellulaire, on peut trouver des angiones tutélaires, une gynécomastie ou un aspect de main de singe. Pour les paramètres biologiques, une hypoalbuminémie, une baisse du TP et du facteur 5 et une hypocholestérolémie. Alors, pour l'hypertension portale, cliniquement, on doit chercher la présence d'une circulation veineuse collatérale, une splénomégalie. Sinon, pour la biologie, c'est la présence d'une pancytopénie. L'élément le plus constant, c'est la thrombopénie. Les arguments échographiques, la présence d'une splénomégalie, la circulation veineuse, la reperméabilisation de l'artère ombilicale, la dilatation du tronc porte et un flux qui est hépatopète. Et les arguments endoscopiques, donc vous les connaissez, donc la présence de varices œsophagiennes ou gastriques ou une gastropathie d'hypertension portale. Alors, je vous rappelle la physiopathologie du syndrome hépatorénal parce que c'est primordial de comprendre cette physiopathologie puisqu'on va calquer la conduite à tenir thérapeutique par rapport à cette physiopathologie. Alors, la physiopathologie, elle est débattue, c'est vrai, du syndrome hépatorénal, mais il y a deux mécanismes qui sont retenus actuellement. Le premier mécanisme, c'est la vasodilatation splanchnique, qui est secondaire à l'hypertension portale, et la dysfonction progressive cardiaque qu'on retrouve chez le patient cirrhotique. Alors, comme j'ai dit, le prémomouvant, c'est une hypertension portale majeure qui va être responsable d'une sécrétion excessive du monoxyde d'azote, qui est une molécule vasodilatatrice, qui va engendrer une vasodilatation artérielle du territoire splanchnique et va conduire à un état d'hypovolémie efficace avec une hypotension artérielle, ce qui va activer le système vasoconstricteur, en l'occurrence le système nerveux sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone et la vasopressine ou ADH. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, on va assister à une retention hydrosodée qui est traduite cliniquement par l'apparition d'œdème des membres inférieurs, une acide, mais aussi cet état d'hypovolémie efficace va induire justement par l'activation de ces systèmes vasoconstricteurs une hypoperfusion rénale qui est responsable de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle chez le cirrhotique décompensé. D'accord? Allez, on va s'attaquer à la vignette clinique. Alors, il s'agit d'une patiente qui est âgée de 43 ans, sans antécédent médical. Elle a comme habitude donc, la consommation régulière d'alcool depuis 10 ans, donc 3 à 4 fois par semaine. Une consommation régulière de paracétamol depuis 3 mois pour des céphalées. Elle se présente aux urgences un mois. Elle rapporte aussi de façon épisodique la survenue de méléna et d'hématémèse. L'examen clinique retrouve un ictère et une acide de moyenne abondance. Déjà, on suspecte le diagnostic de cirrhose alcoolique qui est éventuellement aggravé par cette prise concomitante de paracétamol. Alors, bien sûr, nos chers confrères ou consoeurs gastrologues, ils vont hospitaliser cette patiente, ils vont établir le score de Child-Pugh. Donc, ici, je vous rappelle juste ce score. Et là, notre patiente, elle est à un stade assez avancé de la cirrhose. Donc, c'est un stade
diminution de sa diurèse de l'ordre de 14 cc par heure avec une natriurèse qui est basse. Et retenez bien que déjà cette natriurèse elle est en faveur du caractère fonctionnel, même si l'insuffisance rénale n'est pas encore installée sur la biologie, et que l'hyponatrémie constitue aussi un facteur pronostic du syndrome hépatorénal. Alors, elle était traitée par octréotide, qui est la sandostatine, donc vous savez qu'on utilise ça donc, pour les hémorragies digestives, et le midodrine, qui est un vasopresseur, avec introduction de diurétiques par voie orale à J18, donc insuffisance rénale, avec une créatinine sérique à 130 micromoles par litre. On a arrêté les diurétiques, on a essayé la réhydratation, et il y a une amélioration dans quelques jours de la fonction rénale. À J23, de nouveau, elle présente une oligurie. Le traitement en cours, donc on a associé l'albumine pendant 11 jours à son traitement, mais toujours une aggravation de l'insuffisance rénale. Elle a atteint donc 320 micromoles. Toujours la natriurèse, elle est basse. Pas d'exposition aux agents néphrotoxiques. Donc, il faut bien sûr faire notre enquête exhaustive. C'est pourquoi on dit que c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, elle n'a pas eu d'injection de produits de contraste. Elle n'a pas eu d'agents néphrotoxiques, notamment comme antibiotiques, les aminosides ou des antifongiques comme l'amphotericine B ou autres médicaments néphrotoxiques. Bien sûr, il faut toujours demander l'échographie rénale, il faut toujours systématiquement éliminer l'obstacle, donc rein de taille normale bien différencié, et surtout n'oubliez pas à votre examen clinique la bandette urinaire qui est systématique, donc sédiments urinaires négatifs et au dosage pondéral de la protéinurie aussi négatif. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est celui d'un syndrome hépatorénal. Voici la définition du syndrome hépatorénal. Donc, il s'agit d'une insuffisance rénale survenue chez un patient atteint d'une cirrhose avancée, décompensée en l'absence de cause identifiable d'insuffisance rénale. Et là, vous avez les critères diagnostiques qui ont été modifié donc par la KIN. Donc avant on exigeait un seuil de 133 micromoles de créatinine. Maintenant il n'y a pas de limite de créatinine, mais surtout on exige que ce soit un patient cirrhotique avec présence d'acide, pas d'amélioration après remplissage par l'albumine intraveineuse et arrêt des traitements diurétiques, l'absence de toute pathologie rénale sous-jacente, l'absence d'un état de choc concomitant et l'absence, bien sûr, de traitement néphrotoxique. Alors, bien sûr, il y a deux types du syndrome hépatorénal, le type 1, le type 2. D'après vous, notre patiente, elle présente quel type du syndrome hépatorénal? Hein? Voilà, donc c'est le type 1. D'ailleurs, c'est le syndrome hépatorénal le plus sévère. Donc, il a un pronostic qui est plus sombre. Il est d'installation aiguë, comme c'est le cas de notre patiente, puisque le syndrome hépatorénal type 2 survient chez un patient après un an suivi pour une cirrhose qui est avancée. Et surtout, le critère le plus retrouvé, c'est l'acide réfractaire. Donc, notre patiente, elle présente un syndrome hépatorénal type 1 avec une créatinine qui est supérieure à 226 micromoles en moins de 2 semaines. Mais il y a d'autres critères pour le type 1. On peut avoir un doublement de la créatinine sérique ou une insuffisance rénale aiguë rapidement progressive. Et sa survenue peut être spontanée ou concomitante avec un facteur déclenchant, notamment l'infection du liquide acide. Voilà, alors comment elle a évolué notre patiente? À J33, on a fait donc le relais, bien sûr, elle était transférée en unité de soins intensifs. On a fait le relais par la vasopressie. La créatinine toujours donc, en ascension, on a augmenté les doses de la vasopressine et là, la créatinine commence à diminuer petit à petit et le traitement par vasopressine a été maintenu pendant 12 jours jusqu'à une créatinine à 90 micromoles par litre et la dose a été réduite de moitié pendant une journée puis arrêtée avec un monitorage bien sûr quasiment donc journalier de la fonction rénale, donc une fonction rénale qui est restée stable sur 2 semaines. Alors, ici, je vous parle du pronostic du syndrome hépatorénal et vous voyez très bien en bas, donc pour le syndrome hépatorénal de type 1, il est de très mauvais pronostic avec une survie à 50% à 2 semaines et de 10% à 3 mois. Vous voyez le taux de mortalité qui est assez conséquent.
Pour le syndrome hépatorénal de type 2, donc c'est la courbe, la deuxième courbe en haut. Donc, on note une survie à 50% à 6 mois. Et là, cette courbe de survie, ça n'a rien à voir par rapport aux patients cirrhotiques qui n'ont pas présenté un syndrome hépatorénal. Donc, vous voyez que la survenue de cette complication, elle est vraiment grave et mortelle. Alors, comment traiter? Alors, tout d'abord, je vais insister sur le volet préventif. Il faut avoir déjà les bonnes conduites et le bon sens pour la prévention de ce syndrome hépatorénal. Comment? Donc, il faut éviter, il ne faut pas qu'on soit, nous, responsables d'un état de déplétion volémique par un usage inapproprié des diurétiques. D'accord? Et bien sûr, pour ces patients, à chaque fois qu'on va faire une substitution par l'albumine, il ne faut pas hésiter, même en cas d'infection du liquide acide. Donc, il faut être vigilant par rapport à l'emploi des diurétiques, mais aussi il faut essayer de substituer par l'albumine à chaque fois que c'est indiqué. Et bien sûr, éviter les traitements néphrotoxiques et les traitements qui modifient l'hémodynamique intrarénale, tels que les bloqueurs du système rénine-angiotensine, aldostérone et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et éviter, si possible, l'injection de produits de contraste iodé chez cette population de patients. Alors, pour la compensation volémique par albumine, donc vous voyez ici qu'on a reporté donc que ponction d'acide évacuatrice de 4 à 6 litres versus ponction d'acide évacuatrice avec de l'albumine, il y a une réduction donc de 10 à 2% du risque d'insuffisance rénale aiguë. Et même donc en cas de infection du liquide d'acide, vous voyez ici que les différences sont significatives par rapport à l'emploi de céfotaxime seul contre céfotaxime plus albumine. D'accord? Donc il faut déjà faire attention à ça. Alors, le gold standard du traitement, le traitement disant idéal de ce syndrome hépatorénal reste la transplantation hépatique, bien sûr pour les patients qui sont éligibles pour cette transplantation. C'est vrai, grevé par de lourdes complications post-opératoires et d'une mortalité précoce. Et bien sûr, il faut essayer de traiter le syndrome hépatorénal avant la transplantation. Il y a une autre option thérapeutique qui est le TIPS, ou le shunt intrahépatique portosystémique par voie transjugulaire. Ça a été essayé pour des patients qui n'étaient pas candidats à la transplantation hépatique. Et ce type donc, de traitement peut à lui même donc engendrer un syndrome hépatorénal. Donc, il est déconseillé pour les patients qui ont un syndrome hépatorénal type 1. On peut le faire plutôt pour les patients ayant un syndrome hépatorénal de type 2. Sinon, donc, il faut donc l'éviter si une transplantation hépatique est envisagée chez le patient. Alors, pour les traitements médicamenteux, les diurétiques, malheureusement, se sont avérés inefficaces, même délétères à ce stade. Les vasodilatateurs rénaux, pas d'effet bénéfique par rapport à la prostacycline, la dopamine. C'est surtout les vasoconstricteurs systémiques. Et bien sûr, en chef de file, la terlipricine et la noradrénaline. Vous voyez ici, donc, sur les deux courbes, qu'il y a une amélioration de la fonction rénale avec la terlipricine par rapport au placebo, donc 34% d'amélioration versus 12%. C'est quoi la terlipricine qui est malheureusement non disponible dans notre pays? Donc, la posologie requise, c'est 1 à 2 mg toutes les 4 à 6 heures ou 4 à 8 mg par jour à la pause seringue. Elle doit être associée obligatoirement à l'albumine, d'accord? Il faut débuter le plus tôt possible, hein. La terlipricine, on doit la prescrire de façon vraiment précoce. L'arrêter s'il n'y a pas de réponse au bout de 4 jours et on peut prolonger cette administration jusqu'à 8 mois en attente de transplantation hépatique. Les facteurs de bon pronostic, donc de bonne réponse pour le syndrome hépatorénal, le taux de bilirubine qui va donc diminuer, le child-book faible, l'augmentation de la pression artérielle moyenne sous terlipricine et la baisse de la créatinine avec un taux inférieur à 450 micromoles. La noradrénaline, c'est le traitement de choix dans notre pays et vous voyez donc sur cette plaque qu'il n'y a pas de différence significative entre noradrénaline et
d'albypressine par rapport à la fonction rénale, mais aussi à la diurèse horaire. Donc, l'administration se fait à la pause seringue. La dose, c'est entre 0,5 et 3 mg heure. Et aussi, il n'y a pas de différence significative par rapport au taux de mortalité entre terlipressine et noradrénaline. Alors, quelle est la place de l'hémodialyse au cours du syndrome hépatorénal? Oui, il y a de la place pour l'hémodialyse en cas de non-réponse au traitement pharmacologique, donc dans le syndrome hépatorénal qui est réfractaire, mais il faut savoir et mettre dans l'esprit qu'il y a une mortalité qui est très importante avec le recours à l'hémodialyse. Et la technique la plus privilégiée, c'est la technique douce, ou plutôt l'hémodialyse continue véno-veineuse. C'est elle qui est favorisée chez ces patients. Alors, parmi les patients transplantés pour un syndrome hépatorénal, il y a jusqu'à 20% des patients qui vont nécessiter la dialyse, même soit en péri-opératoire ou en post-opératoire. Voilà, donc la transplantation hépatique reste la solution ultime malheureusement pour ces patients. La survie, elle va jusqu'à 81% à 3 ans. Parfois, on a recours à une greffe combinée foie-rein lorsqu'il s'avère qu'il y a des lésions rénales, notamment si on a fait la biopsie rénale. Donc, à chaque fois qu'on a un rat qui est malade et avec ce syndrome hépatorénal, on va recourir à une greffe combinée foie-rein. Alors, quels sont les messages à retirer par rapport au syndrome hépatorénal? Il faut retenir que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, fonctionnelle avec une préservation de la fonction tubulaire. Elle survient au cours de la cirrhose décompensée. La survenue doit faire discuter dès le départ la possibilité de faire une transplantation hépatique pour pouvoir programmer donc nos traitements. Le diagnostic, c'est vrai, il est difficile parce qu'il faut éliminer toutes les causes possibles de l'insuffisance rénale aiguë. Les deux types avec un pronostic plus préservé, plus par contre, pas, ça y est, je suis en hypoglycémie. Pardon, donc un pronostic est plus réservé pour le syndrome hépatorénal type 1. Le traitement de première ligne, terlipressine, perfusion d'albumine ou noradrénaline. Et bien sûr, le volet préventif chez les cirrhotiques, tout simplement. Donc, éviter les diurétiques, l'usage inapproprié et utiliser l'albumine à chaque évacuation donc, de liquide d'acide ou en cas de traitement d'infection de liquide d'acide.